Bon, bien le bonjour tout le monde. Bienvenue dans ces chocs de l'innovation en alimentaire de l'Esplanade. Vous savez, l'Esplanade qui est un accélérateur d'entreprises à impact social et environnemental. Aujourd'hui, on va vous présenter. D'abord, je me présente, je m'appelle Camille Goyette Gingras, je suis directrice aux opérations et à l'administration à Esplanade Québec. Puis ça me fait plaisir d'ouvrir ces chocs. Aujourd'hui, on va avoir l'occasion de rencontrer des gens, je vous dis, exceptionnels. Évidemment, les 5 entrepreneurs qui vont venir nous présenter leurs entreprises, je suis convaincue qu'ils vont certainement vous impressionner. Puis tout d'abord, on a la chance d'avoir une discussion avec Diane Bérard, qui est une journaliste en solutions indépendantes, qui va discuter avec Ananda Fitzsimmons, qui est cofondatrice de Concentrique Agriculture, qui est présidente également du CA de Régénération Canada. Alors, voilà, au terme de cet événement, on espère vous inspirer à avoir un impact positif et constructif autour de vous. Sur ça, je céderai tout de suite la parole à Diane. Alors, bonjour tout le monde. Merci Camille. J'aimerais saluer tous les participants qui sont avec nous ce matin. On est 70, c'est ce que je vois en tout cas dans mon petit tableau de bord. Et je salue évidemment tous les entrepreneurs, les 5 entrepreneurs qui vont faire des présentations tout à l'heure. Je vais demander à Ananda d'allumer son micro et sa caméra pour qu'on puisse commencer notre entretien ensemble. Bonjour Ananda. Bonjour. Alors, merci d'être là. On va commencer tout de suite notre discussion. Donc, Ananda, en 2007, vous avez lancé Concentrique Agriculture. Pouvez-vous nous dire c'était quoi le produit, c'était quoi la mission de l'entreprise? Moi, j'avais développé un produit basé sur plusieurs espèces de micro-organismes bénéfiques. Et ce produit était comme un biostimulant, ou autrement dit, comme un genre de probiotique pour les plantes. C'est un produit qui stimule la croissance des plantes et aussi le système immunitaire des plantes. Puis ma mission, mon but, c'était vraiment d'introduire un produit dans le marché pour pousser vers les agricultures plus conventionnelles pour les aider à faire une transition vers une diminution de l'utilisation des engrais de synthèse et de pesticides et d'autres produits chimiques. Merci. Et c'est quoi les défis que vous avez rencontrés dans la période où vous avez lancé et développé l'entreprise? Là, je parle autant des défis financiers que des défis de marketing, des défis de produits. Dites-moi ça. Mais il y avait plusieurs défis, pas le moindre, c'était le fait qu'il n'y avait pas de demande pour ce produit beaucoup dans le marché. Oui, chez les agriculteurs biologiques, mais pour les conventionnels, ce n'était pas un engrais, ce n'était pas un pesticide, c'était quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Donc, il y avait un grand défi de créer l'intérêt et la demande pour vendre ce genre de produit à l'époque. Et pendant les 10 ans que j'étais là-dedans, la catégorie de biostimulant a été reconnue, fait que c'est devenu plus facile. L'autre gros défi, c'était comme le processus de réglementation, surtout au Canada. C'était comme d'enregistrer un simple produit naturel parce qu'il s'était transformé, était aussi difficile comme d'enregistrer un engrais. Et c'était plus facile de le faire, de développer le marché aux États-Unis. Ce qu'on a fait beaucoup, ça nous a pris, je pense, 6 ans avant de pouvoir commencer à vendre au Canada. C'est intéressant, Nanda, parce qu'il y a beaucoup de parallèles à faire entre vous et la communauté d'entrepreneurs à impact de l'Esplanade, parce que vous êtes comme à l'avant-scène, une pionnière qui essaie de faire changer les choses, de changer les règles du jeu. Qu'est-ce que vous avez tiré comme enseignement de ces défis-là que vous avez eus? Parce que vous avez essayé de faire un changement écosystémique. Donc, vous avez appris quoi de ces années-là d'entrepreneurship? Mais c'était vraiment fascinant, mon expérience, parce que au départ, quand j'ai développé mon produit, j'étais comme dans mon petit monde d'agriculture biologique avec un idéal de changer le monde. Mais la réalité de pénétrer dans les systèmes, c'est qu'il fallait que je travaille avec beaucoup de monde que normalement, je ne connaissais pas ces mondes-là. Je travaillais avec des microbiologistes, fait que le monde des scientifiques. Je travaillais avec toute une variété de producteurs agricoles de toutes sortes d'échelles à travers l'Amérique du Nord
qui est comme un autre monde, et autant avec les bureaucraties, les financiers, les investisseurs, les entrepreneurs. Donc, c'était comme, je dirais, il fallait apprendre à parler la langue de tous ces mondes différents qui sont importants pour le développement de l'entreprise, mais c'est un autre langage, c'est une autre mentalité dans chacun de ces espèces. Fait que ça a vraiment élargi mon esprit énormément. C'est intéressant parce que quand on est un agent de changement comme vous, Ananda, on a un certain confort à se tenir avec d'autres agents de changement. C'est réconfortant d'être avec d'autres gens comme nous qui veulent changer le monde. Sauf qu'à un moment donné, pour vraiment le changer, vous mettez bien la table en disant qu'il faut apprendre à parler le langage de d'autres alliés, se trouver d'autres alliés. Donc, après cette période d'entrepreneurship-là, maintenant, aujourd'hui, vous êtes présidente de Régénération Canada. Expliquez-nous ce que c'est que cet organisme et c'est quoi sa mission. La mission de Régénération Canada est de sensibiliser les gens au niveau de l'importance de la santé des sols. Parce que ce n'est pas tout le monde qui comprend que les sols sont vraiment à la base de la vie et la santé des sols peut jouer un très grand rôle par rapport au changement climatique. Donc, pour les fondateurs, c'était vraiment notre mission, c'était de sensibiliser des gens pour comprendre que les sols sont très, très importants. La plupart des gens pensent que le sol, c'est juste comme, tu sais, c'est en dessous de nos pieds, c'est pas important, c'est pas un focus, mais on veut vraiment changer la vision. Et c'est ça, on veut comme rassembler les gens pour autant le public en général que les producteurs agricoles, les gens qui travaillent activement avec le sol pour changer leur façon de faire parce que c'est vraiment le potentiel d'être un outil au niveau des changements climatiques. Ce qui est intéressant dans la philosophie que vous apportez, c'est que c'est un autre paradigme. On est habitué depuis plusieurs années à parler de réduire les dommages qu'on fait. Donc, de faire moins de dommages, de réduire notre empreinte carbone. Mais vous nous amenez ailleurs en disant, là, moi, je ne vous parle pas de réduire à travers les dommages que vos activités créent. Je vous parle de faire des activités qui régénèrent. Donc, on est ailleurs. On parle d'activités productives, d'activités lucratives, d'activités qui vont mener à une vente au marché, mais qui, en même temps, à chaque fois que je fais mon activité, j'améliore la qualité du sol et par extension, la qualité de l'environnement. C'est quand même une autre façon de voir les choses. On n'est plus dans « do no harm », on est en « do good ». Donc, parlez-moi de ça un petit peu, ce changement de mentalité-là. Oui, c'est très important. Puis en fait, c'est ça qui m'a donné espoir parce que je me sentais pas mal impuissant au niveau des changements climatiques. Puis quand j'ai découvert que les sols jouaient un rôle là-dedans, c'est comme, les sols, c'est quelque chose que moi, je connais, qu'il y a bien de monde qui touche au sol, qu'il y a tout le monde qui mange. Donc, c'est quelque chose, on est moins impuissant. Parce que le sol, les plantes, la végétation sont le moteur du cycle de carbone. Le carbone, c'est un cycle. C'est normal que ça soit un cycle. Fait quand on parle pas juste de couper les émissions, mais c'est la photosynthèse. Les plantes respirent le carbone de l'atmosphère. Ils le transforment avec l'énergie du soleil en carbone liquide. Puis là, il exude le carbone liquide dans le sol qui nourrit les micro-organismes. Puis c'est vraiment ça qui nourrit le cycle de la vie. Tu sais, c'est comme toute la création de toute la biomasse. Les plantes poussent, les animaux mangent les plantes, ils se décomposent et le cycle roule. Mais si on fait trop le cycle dans un sens, il y a trop de carbone dans l'atmosphère, puis là, il faut l'amener dans le sol, puis c'est vraiment les plantes qui font ce job-là. Fait qu'en agriculture, on travaille avec les plantes. Fait qu'il y a des façons de faire ça pour être plus résiliente. Comme par exemple, les plantes sont aussi le moteur du cycle de l'eau. Donc, un sol en santé, l'eau va pénétrer, ça va nourrir la nappe phréatique, ça va stocker de l'eau.
Fait qu'on a de la résilience quand il y a une sécheresse, il y a de l'eau stockée dans le sol. Quand il y a des inondations, des grosses pluies, le sol peut absorber beaucoup de pluie. Fait que avec notre gestion, notre façon de gérer les sols et les plantes, on peut vraiment régénérer le cycle de l'eau et le cycle de carbone. Et les deux, la vie, c'est de l'eau et le carbone. Donc, c'est vraiment notre façon de gérer la Terre qui fait que on peut régler le système qui gère le climat, puis on peut se donner de la résilience. Donc, vous nous amenez à penser autrement, à penser à la place qu'occupent les sols. Maintenant, on va se décoller un peu et ce que vous essayez de faire, c'est un changement écosystémique. Donc, vous avez besoin de toute une chaîne pour ça. Alors, c'est beau de dire qu'il va y avoir des producteurs qui croient dans ce que vous faites, mais vous avez besoin de toute l'infrastructure autour. Et en ce moment, est-ce qu'il y a une infrastructure autour de l'agriculture régénératrice? Qu'est-ce qui existe? Qu'est-ce qui manque? Ça commence, mais il y a beaucoup de manques, il y a beaucoup de lacunes, donc il y a comme énormément de place pour les entrepreneurs pour bâtir ce système-là. Parce que normalement, dans le système, on a le système biologique qui est comme un chaîne à part, qui est différencié avec la certification biologique. Ça n'existe pas encore pour l'agriculture régénératrice. Il y a beaucoup de débats si ça serait une bonne chose ou pas une bonne chose, mais ce qui est clair, c'est que la communication, la valeur ajoutée de ces produits doit être reconnue par les consommateurs. Et donc, c'est que ce soit par une certification ou que ce soit par le marketing ou les filières de distribution d'aliments qui font leur marketing en fonction de, pour les consommateurs, c'est votre choix de qu'est-ce que vous achetez pour manger, ça peut être un geste pour le climat. Et donc, mais ce message, c'est pas largement connu. Il doit être structuré, ce message-là. Il doit être clair, simple. Il doit être structuré, puis c'est pas... je peux donner une conférence puis vous parler de comment c'est intéressant l'agriculture régénératrice et comment vous devrez acheter ces produits, mais vous allez me demander où est-ce que je peux les acheter. Exactement. Et ma réponse, ça va être assez vague. Bien, justement, donc, un producteur a besoin de clients, mais avant ça, il a besoin de distributeurs. Donc, imaginons que moi, je suis une productrice qui veut faire de l'agriculture régénératrice ou qui en fait déjà. Ça va me prendre des distributeurs, puis vous m'aviez raconté l'histoire justement d'un producteur de graines de citrouille. J'aimerais ça que vous la partagiez avec nos participants, comment ce producteur-là a fait pour se créer une chaîne. Oui, exactement. Il y en a qui font du direct marketing, mais c'est difficile. C'est un peu comme dans le bio que chaque producteur doit tout faire pour lui-même. Ça prend vraiment les distributeurs, les gens du milieu. Ça prend beaucoup de créativité. Donc, il y a comme un producteur qui était dans le bio, mais il était comme, du côté des producteurs, il y a beaucoup de producteurs qui produisent le maïs et le soya parce que le marché existe pour ça. C'est le plus facile, puis c'est le plus rentable. Mais lui, il voulait sortir de ça et il a rencontré la fondatrice du Prana qui fait la distribution des collations, des noix. Collations de noix, fruits séchés, graines et tout ça. Et il s'est lancé dans la production de tournesol et de citrouilles pour la graine. Et donc, il a pu faire plus de biodiversité dans ses champs et ils font le marketing avec le message que c'est un produit régénérateur. C'est un produit, en achetant ce produit, c'est un geste pour le climat. Et donc, c'était une belle création. Mais donc, il a fait un partenariat avec un distributeur établi qui est Prana. Oui, et qu'eux autres, ils font le marketing. C'est ça. Donc, lui, il n'assume pas cette partie-là. On a mentionné aussi, quand on a fait la pré-entrevue, quand on parlait des lacunes ou des trous dans la chaîne, vous aviez parlé, entre autres, des abattoirs, qui avaient aussi de ce côté-là des besoins pour des abattoirs plus petits, plus régionalisés, pour permettre ça. Pouvez-vous m'en dire plus? Oui, c'est ça, une grosse lacune. C'est pour les gens qui font la gestion holistique de bétail. Il y a une grande histoire de comment la viande, ça peut être
nuisibles pour l'environnement, mais en fait, avec la bonne gestion de bétail, on bâtit beaucoup le sol, puis on peut même absorber, on peut être comme net zéro avec une ferme qui gère les bétails comme ça. Mais le problème, c'est qu'avec ces petites fermes, des fois, il manque pour pouvoir, à petite échelle, faire abattre la nourriture. C'est vraiment la différenciation avec le marché de commodités qui n'existe pas. Les moulins, c'est la même affaire pour les céréales. Dans presque tous les types de produits, les systèmes de processing et de distribution qui manquent. Donc, il y a énormément de place pour de l'innovation, pour des nouveaux joueurs. Donc, par exemple, des petites compagnies qui achètent seulement la viande de ces fermes-là et qui les livrent en ville à la maison avec, ils disent que c'est un produit régénérateur. Donc, on réalise à vous écouter parler à quel point un entrepreneur peut avoir une super bonne idée d'innovation, une innovation sociale, une innovation impact, mais il faut vraiment cette conscience qu'on s'inscrit dans une chaîne et que si la chaîne n'existe pas, il va falloir déployer une partie de l'énergie à la créer, qu'on ne peut pas juste vivre dans notre monde, de notre entreprise quand on veut faire du changement. Il faut à un moment donné avoir des alliés en aval, en amont. Donc, évidemment, ultimement, un consommateur qui va changer ses habitudes, que ce soit un consommateur corporatif ou personnel, mais ça prend des transformateurs, ça prend des distributeurs. Donc, c'est le défi de faire un changement systémique comme ça. Vous l'évaluez comment au niveau de l'énergie? Est-ce que c'est ce qui décourage les gens, qui fait que les innovations ne vont pas jusqu'au bout? Oui, mais je pense que, tu sais, les entrepreneurs, on est des gens qui aiment le risque, puis on aime les défis. Fait que, tu sais, c'est comme, ça peut aller dans les deux sens. Quelqu'un qui n'a pas l'esprit d'entrepreneuriat, ça peut être très décourageant parce que c'est difficile, ça n'existe pas, mais pour quelqu'un avec l'esprit qui embrasse le risque et qui trouve que c'est un défi, c'est aussi très intéressant. Et tu sais, comme dans mon cas, de sortir de son petit monde, d'apprendre plein de choses, mais c'est complexe comme système, mais il y a beaucoup d'espace pour la créativité. Donc, on dit qu'à Régénération Canada, c'est un peu ce qu'on fait, c'est comme on amène les pionniers ensemble pour se soutenir, se donner les coudes pour avoir le courage puis échanger les idées. C'est très important quand vous êtes innovateur de s'entourer de d'autres personnes créatives, d'autres personnes qui ont fait ce chemin-là pour s'encourager, quoi. Et dites-moi, Ananda, ce serait quoi le geste le plus important qui pourrait être posé ou dans quoi il faut surtout mettre les efforts si on veut développer l'agriculture régénératrice à plus grande échelle? C'est où en ce moment qu'il faudrait mettre les efforts? Je pense qu'il y a deux volets, mais c'est dans l'offre et aussi dans la demande. C'est comme il y a des agriculteurs qui ne savent pas comment changer. C'est pour ça qu'on essaie de les mettre ensemble puis de les entraider. Il y a des grosses compagnies qui investissent là-dedans, des compagnies comme General Mills qui investissent dans leurs producteurs pour les aider à apprendre les techniques, comment changer, soutenir ce mouvement-là. Et l'autre, c'est exactement ce dont on a parlé, c'est l'infrastructure, le développement de l'infrastructure pour faire la transformation, pour acheter ces produits et développer la chaîne alimentaire qui est différenciée du marché ordinaire et tout le message auprès des consommateurs que ce que vous achetez pour manger, c'est un geste pour l'environnement parce que il y a beaucoup de dommages qui est causé par l'agriculture conventionnelle alors que l'agriculture régénératrice, c'est complètement le contraire. Fait que toute cette infrastructure au niveau
de la production et au niveau de la consommation, la demande. Tout est à bâtir. On est en plein là-dedans, mais il y a beaucoup d'ouvrages à faire. Et dites-moi, ma dernière question avant d'ouvrir les questions pour la salle, entre le défi d'innovation, le défi financier et le défi de changement de comportement, quand on veut faire un changement écosystémique, vous voyez que c'est quoi le plus gros défi? Est-ce que c'est de trouver de l'argent pour faire quelque chose de différent? Est-ce que c'est de faire les choses autrement ou c'est de convaincre les gens d'adhérer à notre nouvelle façon de faire? Je pense que c'est de convaincre les gens. Je pense que si on est assez convaincant, l'argent apparaît. Donc, c'est vraiment de convaincre les gens que notre façon différente de voir les choses, de voir le monde, de voir les façons de faire est intéressante, que ça vaut la peine d'y adhérer. C'est vraiment, il ne faut pas sous-estimer cette partie-là. Oui, de faire le saut entre l'innovation, les gens qui sont déjà convaincus, mais vraiment avoir la masse critique de personnes qui adoptent l'idée pour réussir. Oui, parce que souvent, il y a des convaincus et quand on a une belle idée, on parle aux convaincus puis ils disent « Oui, oui, je vais l'acheter ton produit, je vais le faire », mais c'est le cercle après les convaincus, comme vous dites, qui est un défi. Écoutez, je pense que vous avez soulevé beaucoup de points qui doivent résonner chez les entrepreneurs qui nous écoutent. Donc, je vous donne la chance aux participants de poser vos questions. Vous pouvez les écrire dans le chat. Oh, je vois déjà, attendez, si je vais dans Q&A. Oui, ben, j'ai déjà des commentaires. Donc, bravo pour cette approche régénératrice, ambitieuse. Quel est votre avis sur la génération de revenus additionnels pour les propriétaires et pour la conversion des services environnementaux en crédits compensatoires? Donc, est-ce qu'on peut générer des revenus additionnels pour les propriétaires par des crédits compensatoires pour ceux qui font de l'agriculture régénératrice? Qu'en pensez-vous, Ananda? Il y a beaucoup de développement à ce niveau-là. Je pense que c'est très important parce que ces agriculteurs font un service pour tout le monde et c'est la public qui devrait payer pour le prix de régler le climat pour tout le monde. Donc, les crédits de carbone, c'est quelque chose qui existe. Il y a de plus en plus de compagnies qui commencent à inclure pas juste la plantation d'arbres et de forêts, mais aussi les terres agricoles qui peuvent stocker le carbone. Donc, c'est en voie de développement, ce marché-là. Les crédits de biodiversité, les crédits d'eau, on en parle, c'est pas largement répandu encore, mais je pense que c'est quelque chose qui est vraiment critique dans cette transition. J'ai une bonne question ici. Est-ce que la culture en serre est une culture régénératrice selon vous? Bonne question, bonne question. Je pense qu'il faut faire une analyse en profondeur. Le bénéfice, c'est que ça ne fait pas autant que avec le cycle de carbone, comme l'agriculture en champ, on ne bâtit pas le sol dans une serre, mais par exemple, on est plus proche aux consommateurs. Donc, est-ce que si on fait tout le bilan des carbones, qu'est-ce qui est meilleur d'acheter des tomates en Floride, puis de les shipper ici, puis de les vendre, ou d'avoir une serre sur le toit de l'épicerie pour produire sur place? Donc, je pense qu'il y a une place pour l'agriculture urbaine à ce niveau-là, puis il y a des façons de le faire. Il faut regarder beaucoup tout comment on recycle tous les éléments comme le terreau qui est utilisé et tout ce qui était utilisé là-dedans. C'est sûr qu'on utilise moins de produits de pesticides. La plupart des serres utilisent les choses plus naturelles, même les insectes bénéfiques à l'intérieur de la serre. Donc, je pense qu'il y a une place puis une importance pour ça, mais ce n'est pas pareil comme avec le bâtir le sol dans un champ.
J'ai une autre question ici sur la distribution. Donc, on a établi que la distribution pose un défi. Alors, est-ce que la solidarité régionale, ça pourrait être un premier tremplin pour la commercialisation? Donc, viser une distribution régionale, de bâtir une chaîne régionale. Absolument. Non, absolument. Je pense que c'est important et surtout maintenant qu'on n'a pas de certification, on peut développer des choses comme les gens peuvent agrotourisme, et les gens peuvent connaître le producteur de leur alimentation. La communication est plus facile. Il y a plein de choses qui font que c'est de bâtir la chaîne alimentaire locale, ça peut être important parce qu'on bâtit les relations en même temps. Les gens peuvent voir comment c'est produit. On peut éduquer le public avec ce genre que les gens comprennent d'où vient leur nourriture et vraiment bâtir une relation avec les producteurs. On a le temps pour une ou deux autres questions, s'il y en a qui veulent les mettre dans la section questions-réponses. En attendant de voir sur une autre question, est-ce que vous avez un conseil à donner aux entrepreneurs qui sont là aujourd'hui, qui nous écoutent, par rapport à ce défi justement de bâtir une chaîne qui ressemble à nos valeurs, à ce qu'on veut mettre en marché, à ce qu'on veut développer? Mais c'est de connaître les ressources et les obstacles. Je pense qu'il faut s'éduquer parce qu'on peut développer une idée de comment faire sans vraiment examiner la réalité. Il faut parler avec plein de gens, puis voir leur perspective, puis poser ces questions. C'est quoi l'obstacle? Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi les gens, c'est une bonne idée, pourquoi les gens ne l'achètent pas? Il faut vraiment poser les bonnes questions, puis faire une analyse en profondeur de la situation, de déblocage surtout, je pense. On a une bonne idée, puis on ne peut pas comprendre pourquoi tout le monde ne trouve pas que c'est une excellente idée, mais peut-être d'un autre point de vue, il y a quelque chose qui bug là. Oui, c'est une bonne idée, mais c'est dur pour moi parce que Mais je reprendrai aussi quelque chose que vous avez dit, que je ne voudrais pas que les gens oublient, toute la réglementation. Donc, être conscient de la réglementation qui existe et qui peut être un bloquant et peut-être qu'il va falloir travailler de ce côté-là aussi, travailler du côté réglementation. Donc, je rappelle ça parce que vous l'avez dit au début. Bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. Oh, est-ce que votre organisation souhaite travailler un bilan par province et offrir des pistes de travail aux organisations responsables? Donc, c'est Régénération Canada, mais est-ce que vous avez des bilans par province? On va finir sur ça. On est juste en train de vraiment développer notre réseau à travers le pays. On a des représentants dans toutes les provinces de Canada, mais le réseau n'est pas super bien développé. Fait qu'on a besoin, on est un jeune organisme, on existe depuis 2018, mais là, on est en train d'élargir notre reach, disons. OK. Bien, je dirais aux gens de l'Esplanade de vérifier les questions qui restent et peut-être y répondre ou les envoyer à Ananda plus tard parce qu'on a terminé cette partie. Merci beaucoup. C'était passionnant comme discussion, Ananda. Je vous souhaite une belle journée et je vais vous demander de fermer votre caméra, mais de rester avec nous. Et je vais céder la parole à David qui va prendre le relais pour un petit mot avant qu'on commence les présentations. Merci beaucoup, Diane. Bonjour à tous et à toutes. Tout d'abord, je voudrais remercier Ananda et Diane pour ce bel échange. Puis ça met tellement la table, sans faire de mauvais jeu de mots, puisqu'on parle de système alimentaire, mais sur l'idée que, et je prendrai cet exemple-là, sur l'idée de comprendre, quand on parle d'impact, l'ensemble de la chaîne de valeur. Et c'est tellement intéressant. On a actuellement une cohorte, une petite cohorte avec 5 acteurs dans les systèmes alimentaires dont certains pitchent aujourd'hui et sur la question justement de leur impact. Et c'est fascinant de voir comment, dès les premières rencontres, donc c'est une cohorte où en fait il y a une notion d'échange entre les différentes entreprises et de voir comment aujourd'hui on se rend compte que quand on parle
d'impact dans ce type d'innovation qui vise à changer la façon dont on produit, on consomme. De dire qu'ils sont finalement obligés de percevoir l'ensemble de leur chaîne de valeur jusqu'à la distribution de leurs produits. Parce que si on veut produire en circuit court, dans une logique urbaine, locale, etc., si on ne maîtrise pas la distribution, finalement, on n'a qu'un impact relatif. C'est la même chose quand on parle de gaspillage alimentaire. Donc, ça résonne en tant de points, ce que vous avez discuté. D'ailleurs, à ce titre-là, donc, vous savez, l'Esplanade se consacre à 3 pôles d'innovation et les systèmes alimentaires sont un de ces 3 pôles. Notre objectif, c'est d'accompagner, bien entendu, ces innovateurs-là et dans cette perspective-là, de contribuer éventuellement à faire évoluer les écosystèmes qui sont en lien avec ces enjeux systémiques. Donc, de contribuer, de faire en sorte de leur faciliter le chemin vers un plus grand impact. Et je pourrais vous dire que depuis 7 ans, je vois tellement une grande évolution. C'est-à-dire qu'avant, nos premiers entrepreneurs, on aurait dit des Don Quichotte qui allaient chercher éventuellement à se battre contre des moulins à vent. Ce n'était pas facile d'arriver avec une posture d'innovateur. Je trouve qu'aujourd'hui, même s'il reste énormément de choses encore à travailler, de soutien à aller chercher de la part je dirais, des différentes parties prenantes qui peuvent faire un changement dans les écosystèmes, on sent vraiment qu'il y a un vent de changement. Et c'est plus facile, on a des projets qui accélèrent beaucoup plus rapidement. À l'époque, c'était vraiment beaucoup d'éducation en amont. Ananda l'a amené. Je pense que le défi le plus important, c'est l'élément de changement au comportement, que ce soit des consommateurs, mais aussi éventuellement des acteurs de la filière. Ça n'enlève en rien que le défi de financement reste un défi important parce que c'est celui qui permet aussi de contribuer au changement des comportements et de faire en sorte que les innovations arrivent à maturité. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on va vous présenter 5 projets justement qui s'intègrent dans l'ensemble de la chaîne de valeur, qui s'intègrent autant sur justement l'engagement et notamment d'acteurs et là-dedans même des conso-acteurs, des consommateurs. Et de l'autre côté, c'est un élément important parce que le changement passera par eux. C'est bien beau de vouloir changer les choses, mais si dans le frigo, ça ne change pas, c'est assez limitant. Puis de l'autre côté, on a des producteurs aussi, en aval de la chaîne aussi, des gens qui contribuent à réduire les gaspillages et je dirais tout ce qui peut être polluant. Donc, parler de circuit court, parler de production locale, c'est formidable, mais tout ça, on est content de vous avoir en grand nombre aujourd'hui, ça se fait avec vous aussi. Puis, je pense que c'est aussi le message qu'on veut envoyer aujourd'hui, c'est une invitation à aller contribuer au succès de ces entrepreneurs-là qui déjà ont réalisé beaucoup de choses. Donc, j'arrête de parler et que les chocs commencent. Merci, David. Je vais demander à Thibault de chez Arrivage d'allumer sa caméra et son micro. Bonjour Diane, bonjour David. Bonjour Thibault. Alors, on est prêt à partir le compteur? Écoutez, allons-y. 1, 2, 3. Attendez, est-ce que vous voyez mon écran d'abord? Là, c'est toi qu'on voit. C'est moi qu'on voit. L'écran va être plus intéressant. Là, on voit ton écran. Alors, je démarre. Voilà. Donc, vous avez compris mon message. Je déteste les pitchs. Pourquoi je déteste les pitchs? Parce qu'on est habitué à pitcher dans notre écosystème autour de mots-clés. Des mots-clés qui font plaisir aux investisseurs, qui font plaisir aux financeurs, de façon générale, même au gouvernement. Métaverse, blockchain, réalité virtuelle, intelligence artificielle. Tout ça, c'est un peu fatigant. On a l'impression de toujours devoir vendre des nouvelles fusées, des nouvelles navettes spatiales et montrer qu'on est toujours plus innovant que le voisin. Ces mots-clés-là sont un peu fatigants. Nous, en termes de mots-clés, on préférerait le mot intelligence collective. On a un défi. La planète va mal. Depuis la moitié de ma vie, j'ai 35 ans, j'entends parler de catastrophes, de pandémies, d'inondations, de contamination, de biorésistance, de tout un tas de choses qui sont liées en fait à notre alimentation. Aujourd'hui, 97,5% de nos aliments sont d'origine d'une agriculture industrialisée. Et évidemment, c'est là que toutes les conséquences se trouvent en termes de santé humaine, mais aussi de santé des écosystèmes. Donc, le message d'Ananda a fait beaucoup de bien précédemment. On nous parle de consommer local depuis des années, et d'autant plus depuis la Covid. Mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment consommer local? Aujourd'hui, pour que 97,5% des aliments proviennent d'une agriculture industrialisée, c'est-à-dire qu'on a perdu le lien avec nos producteurs. Les producteurs qui sont des milliers de maraîchers, d'éleveurs, de cueilleurs, de pêcheurs, de transformateurs,
qui sont dans leur région, qui sont en train de produire des choses de façon raisonnée, de façon durable, mais auxquelles on accède très peu, que ce soit à l'épicerie, que ce soit à l'école, que ce soit au restaurant. En fait, le lien est brisé. Donc, pour nous, l'innovation, ce n'était pas forcément de faire une fusée, c'était de pouvoir permettre à ces producteurs de gérer leurs relations sans intermédiaire et de se mettre en marché directement auprès de ces professionnels-là, que sont les restaurants, les épiceries, les commerces de détail, les CPE, les hôpitaux, et je m'arrête là. Donc, l'idée, c'était de pouvoir faciliter, simplifier ces relations sans intermédiaire parce qu'ils sont des milliers, des deux bords. Et finalement, en fait, notre innovation, en quelques mois, on a réussi à faire transiter 300 000 $ de transactions sur une plateforme qui est toute neuve, qui est toute récente. Et évidemment, par rapport à tout ce qui a été dit plus tôt, c'est bien, mais ce n'est pas facile de créer un nouveau système, un nouveau modèle de distribution. Et évidemment, ce n'est pas nous, jeunes entreprises, jeunes startups, qui allons faire ça tout seuls. Donc, en fait, on a créé une fusée, on a créé en fait une locomotive grâce à des aides autour de nous, à des clients, à des partenaires, que ce soit le ministère de l'Agriculture, que ce soit Montréal Inc., à travers des subventions, que ce soit Desjardins ou tout un tas d'autres partenaires qui nous ont permis d'avancer, de créer cette locomotive et de nous entourer encore plus finalement d'un écosystème. Qui sont des joueurs clés aujourd'hui du système alimentaire, qui ne sont pas forcément aussi innovants que peut l'être une jeune start-up comme la nôtre. Et donc finalement, grâce à ça, grâce à notre locomotive, on a pu aller accrocher des wagons. Et des wagons, c'est quoi pour nous? En fait, on s'est associé avec des gens de l'écosystème, avec des organisations territoriales ou des partenaires pour régler des problèmes à la source. Donc maintenant qu'on a une locomotive qui permet les échanges sans intermédiaire entre des producteurs et des professionnels, on s'est dit qu'on pouvait résoudre d'autres enjeux, comme avec le Conseil régional de l'environnement de Laval, par exemple, qui a identifié sur son territoire un enjeu de surplus agricole qui finissait au compost. Et là, on s'est dit, on peut faire un peu mieux que ça. Donc, on s'est dit avec le conseil régional qu'on allait développer une solution pour que ces surplus soient mis en marché, vendus ou donnés à des organismes communautaires, des restaurants, des épiceries. Donc, finalement, on utilise la plateforme, on utilise notre locomotive pour vendre et ou donner les surplus agricoles de Laval. On est en pleine saison, on est pas mal occupé en ce moment. Donc, voilà des exemples. Deuxième wagon, on a accroché le wagon Tourisme Montréal qui s'est posé la question de comment faire que les hôtels à Montréal achètent de plus en plus de produits locaux. C'est un défi qui a été mentionné. Donc, on utilise la plateforme pour adapter l'approvisionnement sans intermédiaire auprès des hôtels et des lieux touristiques de Montréal. Donc, résultat, plutôt que de mettre des casquettes BMW pendant le Grand Prix, certains hôtels ont choisi de faire des paniers de produits locaux avec de l'argent qui va directement dans les territoires, dans les caisses des agriculteurs. Donc, voilà un autre exemple. Troisième wagon, le collectif Récolte. Le collectif Récolte se posait la question de comment faciliter l'approvisionnement des hôpitaux et institutions à Montréal auprès de producteurs ultra-locaux. Donc, on a adapté la plateforme de façon à ce que ces producteurs puissent directement vendre aux hôpitaux et aux institutions. Tout ça mis ensemble, finalement, ça donne un nouveau mot-clé qui est l'intelligence collective, qui est la coopération passive. Donc, grâce à tous ces wagons qu'on a raccrochés à la locomotive à l'arrivage, on est capable d'innover différemment, de construire ensemble. Et donc, finalement, quand ces projets se croisent là, c'est là que la coopération passive se passe, c'est que le projet 1 se mélange avec le projet 2 et on a des hôpitaux qui se mettent à acheter des surplus agricoles de Laval. Et c'est là qu'on parle d'intelligence collective et c'est là qu'on veut imaginer l'innovation un peu différemment. Donc, ce que je vous propose, c'est de venir nous rejoindre, d'accrocher votre propre wagon, que vous soyez une MRC, un territoire ou n'importe quel organisme, venez jouer avec nous. On a investi beaucoup dans cette locomotive. Les wagons nous aident à investir encore, donc venez jouer. On peut personnaliser à l'infini. Vous avez accès à du financement, donc on vous invite à la prochaine présentation. OK, c'est beau. Bravo, Thibault. Alors, excellent. Maintenant, on va y aller avec la discussion. J'ai à l'œil le chat et les questions-réponses, mais moi, donc, excellente démonstration de comment tu as bâti ton écosystème. Aujourd'hui, qu'est-ce qui manque encore dans ton écosystème pour qu'il soit encore plus efficace, pour que tu puisses faire encore plus de changements? Il nous faut plus de wagons. OK, comme quel genre de wagon il te manquerait? Eh bien, en fait, la technologie et puis le défi pour nous tout particulièrement, évidemment, c'est de financer des développeurs. Et puis la réalité du marché, que ce soit la main-d'œuvre, que ce soit tout simplement le coût des développeurs qui sont recrutés dans le jeu vidéo, dans d'autres écosystèmes, faire avancer cette plateforme-là, ça coûte très cher. Sauf que si on y va collectivement, et c'est ça que je veux démontrer aujourd'hui, si chaque territoire, que ce soit une MRC, une région, que ce soit une filière, que ce soit les partenaires qui se posent la question de comment simplifier les relations directes, vient mettre l'épaule à la roue avec notre projet, on résout le problème à la source et on peut financer des développeurs, on peut avancer. Ce que je vois, c'est que tu es allé chercher des régions
donc des territoires, et tu es allé chercher des secteurs. Donc, tu es allé chercher Laval, tu es allé chercher l'hôtellerie. Donc, deux types de partenariats dans ton écosystème qui sont très différents. Donc, tu as travaillé sur plusieurs fronts en même temps, parce que tu aurais pu tout simplement régionaliser sans penser au secteur. Donc, tu dirais que ça a été quoi le geste le plus important que tu as fait pour bâtir cet écosystème-là? Est-ce que c'est changer ta façon de penser? Est-ce que c'est un premier allié? Ça a été quoi le geste le plus important qui t'a permis de démarrer tout ça? Effectivement, pour ce qu'on fait, le premier allié est toujours essentiel. Ça prend toujours quelqu'un qui vient prendre des risques avec nous parce que ce n'est pas évident de travailler avec une startup. Et puis, je dirais que pour un qui a choisi d'embarquer avec nous, qui est le conseil régional de l'environnement de Laval, il y en a probablement 10 qui ont eu peur et qui n'ont pas osé. Maintenant, le fait d'en avoir un nous en apporte d'autres et puis de prouver qu'on a de l'impact parce que c'est pareil, avant ça, il fallait prouver. Et finalement, je trouve que notre force en tant que jeune entreprise, c'est d'avoir des résultats concrets. C'est que finalement, on a une flexibilité. On a une forme d'agilité qui est aussi un mot-clé là, mais qui permet qu'on décroche notre téléphone pour appeler les hôpitaux pour savoir s'ils veulent des surplus. C'est très concret, c'est très bête, mais… tu es beaucoup dans la relation. Tu disais au début que ton innovation est basée sur recréer des relations qui n'existaient pas et tu mises sur ça. J'ai une question de la MRC Roussillon, Thibault. Ils veulent savoir comment s'organise le transport parce que c'est beau de mettre des gens en relation, mais après ça, il faut que tes aliments se rendent où ils doivent se rendre. Donc, comment vous organisez? Est-ce que vous prenez en charge cette partie-là? Qui s'en occupe? C'est une bonne question. Et le transport est en soi un wagon, en fait. On aimerait d'ailleurs, que ce soit les Mercier-Roussillon, la Montérégie de façon générale, ou le Québec dans son ensemble, mais on aimerait résoudre cette question du transport qui pourrait avoir différentes approches. Et en fait, je pense que, et puis Impact 8 et Esplanade nous ont vraiment accompagnés là-dedans. Ce n'est pas forcément d'arriver avec le problème et une solution évidente. Il peut y avoir plusieurs solutions à cette notion de transport. Et en fait, c'est d'ailleurs à travers le cadre de Impact 8 qu'on est allé voir les producteurs, qu'on a travaillé, qu'on a fait nos devoirs, notre recherche et développement, entre guillemets, et qu'on a compris que les producteurs, finalement, il y a une partie qu'ils veulent conserver. Finalement, s'ils ont accès à leur propre distribution avec une clientèle et des relations simplifiées, une grande partie des producteurs peut être satisfaite à faire ces livraisons. Après ça, évidemment, ça ne correspond pas à tout le monde, mais après ça, on peut ajouter de la mutualisation, que ce soit avec des camions, des transports régionaux, que ce soit du partage entre différents producteurs, que ce soit des points de cueillette qu'on a rajoutés d'ailleurs comme wagon récemment sur la plateforme. Donc, il y a différents modèles. Donc, c'est mix, le transport est mix. Il y a des producteurs qui livrent eux-mêmes. Il y en a dans une région qui s'associent, qui mutualisent. Il y en a qui font des points de service pour ne pas le transporter trop loin. C'est ce que je comprends. Exactement. Et on a même des régions qui ont des services de transport mutualisés comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean, avec lequel on imagine des solutions groupées. Donc, finalement, tout le monde est gagnant, que ce soit le transporteur qui est une entreprise qui sait faire sa job de transporter, de ramasser et de livrer. Et puis nous qui savons faire la job de faire passer l'information entre un vendeur et un acheteur. Et évidemment, par-dessus tout ça, nous, on aimerait ajouter de la technologie pour fluidifier ces relations. Mais c'est parce qu'on va le faire avec telle région ou telle MRC qu'on va pouvoir derrière le rendre accessible plus largement. Et ce que je n'ai peut-être pas mentionné, c'est que quand on développe un projet avec Tourisme Montréal pour faciliter l'accès des produits locaux à Montréal, ça fonctionne à Québec, ça fonctionne à Percé, ça fonctionne partout finalement. Ça peut être reproduit, c'est ça. Exactement. J'ai Louis-Philippe qui a levé la main, mais je pense qu'il faut, Louis-Philippe, que vous écriviez votre question. Je ne pense pas que vous pouvez la poser directement ou alors il faut que quelqu'un de l'Esplanade intervienne. Sinon, est-ce que vous êtes capable d'écrire votre question à quelque part? Oh, attendez, 2 nouveaux messages. Bon, il faut que je regarde. Non, Louis-Philippe n'a pas de questions à poser. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui avait levé la main? Parce que là, j'ai vu d'autres personnes qui ont levé la main. Il faudrait vraiment écrire la question dans le chat. On a le temps pour en prendre une autre. Dans la section questions-réponses, j'avais vu quelqu'un de les Basques. Non, alors c'est terminé. Et merci beaucoup, Thibault. C'était très clair, super intéressant. Je vais t'inviter à fermer ta caméra et je vais inviter Ophélia de Vertité à allumer la sienne. Bonjour. Bonjour, Ophélia. Alors, quand vous êtes prête, quand votre présentation est affichée à l'écran, je vais démarrer le minuteur. Parfait. Est-ce que tu peux voir ça? Je vois très bien. Alors, on peut commencer. Je démarre mon minuteur pour 5 minutes. Parfait. So, hello everyone. My name is Ophelia Sarakinis. I am the co-founder of Vertité, and I'm also a McGill graduate from the Farm Management Technology program, and I'm a strawberry farmer. So, before I started Vertité,
strawberries were my least favorite fruit out of all of them. I had this false expectation of what they should be like. In my head, I imagined that strawberries were supposed to be sweet, bright red, glossy, creamy. But every time I would buy them, I was disappointed because for almost the entire year, we get unripe, pale, watery, gross strawberries. That's because strawberries that are imported from thousands of kilometers away are bred for travel, not for flavor. They're also highly contaminated with pesticides. Strawberries have more pesticide residues than any other fresh fruit or vegetable, and that's after rinsing in the field and washing at home. So we're importing contaminated strawberries that taste bad, and then guess what? We don't even eat them. A 2021 report on food waste showed that 65% of strawberries that are grown are thrown away before they can even be eaten. That's where we come in. Our farms cultivate local pesticide-free strawberries all year long. Here's how we do it. We implement and manage urban farms. Just like our prototype farm here, we build farms in underutilized spaces like underground parking garages and rundown industrial buildings. We grow without sun or soil, so we can grow food literally anywhere. We decided that we want to bring farms back to where the people are so that our berries can be ultra local and ultra fresh. So we're taking advantage of vertical hydroponics to maximize space efficiency, LEDs to maximize yields, and we have developed a proprietary growing system, which is designed with automation in mind to reduce labor costs. This allows us to use 90% less water, land, and fertilizer compared to conventional agriculture, all without using any pesticides. With these technologies, we're able to produce the best tasting strawberries all year long, but it really wasn't easy to do. Our team has been working to make this possible since 2018. Nobody had grown strawberries indoors before, so I had to start learning on my own about what to do. So I started growing trials in my parents' attic. And after a successful test over a few months, we gathered friends and family money together and built a prototype farm to conduct research and development in. The berries we grew there were sold on Lufa Farms Marketplace. We won in the Dobson Cup, and we participated in a McGill Accelerator program. Just recently, we developed a proprietary growing system, and we won $50,000 for the first phase of an innovation challenge with the Weston Family Foundation. Right now, we're building a farm in Montreal, Huntsic-Cartierville, that will produce 18 tons of strawberries. Our target customer for this fruit is the health-conscious foodie. To start, our sales will be through an online store, specialty retailers, and high-end restaurants. Phase 1 is complete, and we're working on phase 2 right now. We are fundraising $2.5 million to fund the construction of our first commercial scale farm in the city of Montreal. After a few crop cycles at this farm, we intend to fundraise for the construction of a full-scale mega farm where we intend to grow more than just strawberries. We intend to grow blueberries, raspberries, and more. We're looking for investors and lenders, so if you'd like to invest in an innovative solution that fights food waste, pesticide contamination, and fosters food autonomy while shortening supply chains, contact us to learn more about how you can participate. Over the last 2 years, we cracked the code to making super delicious strawberries all year long without pesticides. And I can finally say that I love our strawberries more than any other fruit. With Vertité, delicious strawberries are in season every season. Thank you. Merci, merci Ophélia. Donc, we have a first question from Catherine, who's asking if your strawberries are as good as the one we find in France. And she mentions different varieties, Gariguette, Marat des Bois, Charlotte. So what about that? I think they are. Well, what's nice about growing indoors is we can really create any climate. So if we want to emulate, the French Alps, for instance, we can do that. So we're able to grow whatever cultivar, but right now the cultivar that we're growing is extremely sweet and soft, like Marat des Bois or those French cultivars. We've been talking about behavioral change with Ananda earlier and how important it is when you innovate to take in mind that behavioral change can be difficult. In your case, you're selling good strawberries as opposed to the gross strawberries we have. So. Yeah. Can I conclude that you don't have a behavioral change challenge because your strawberries are so good, or what kind of change do you face? I think one of the big changes is the fact that it's sort of seen as factory farming. I think that's one challenge, and sort of we need to convey that we're able to produce in a more healthy manner
than fields can achieve and greenhouses can achieve. So I think that's one of the challenges is people will say, oh, if you're not growing without sun, they can't be good. I have a request from L'Esplanade. Can you stop sharing your screen so we can? Okay, and what about the elephant in the room? What about the price? Because that's always the elephant in the room when we talk about good food. Yes, so definitely at the phase 2 facility, we will have a higher price point because indoor farming is extremely capital intensive. So in order to have a reasonable payback period, we do have to sell at a premium price. However, you're going to be getting a premium product. You're going to be getting a strawberry that's extremely fresh. It doesn't spoil quickly. It can last twice as long as other strawberries can. So, you're paying for that, but it's about a 40% increase of price. So did you evaluate the price elasticity? How much your target consumer is willing to pay more for your berries? Yes, so definitely, we've tested the market sufficiently. We've done home deliveries. We sold on Loofah. So, it's definitely a higher price point. But in the grand scheme of things, 18 tons of strawberries is only 0.3% of what Montrealers consume annually. So we're targeting a very specific market. And then as we scale, the price will come down. Okay. And we'll be able to sell competitively. Let's talk about distribution. So for now, can we find your berries somewhere or it will be in a few months? So 2023 is when we're going to be launching our strawberries to the masses because our prototype farm right now is only 400 square feet. So it's very, very small. And all the strawberries that we have there, we're testing for sweetness. We're doing all sorts of experiments with. There's Louis Philippe here says that he would like to know if you're interested in testing a heating recycling system to lower your cost. So maybe L'Esplanade can put you two together so you can discuss about that part. Definitely. So your plan is first to sell those berries at a higher price point to certain consumers to whom it's so important to have good strawberries. They're willing to pay this 40% premium. And then you plan to scale and then you would lower your price point. Exactly. How much lower do you think you can go? It would be comparable to the organic strawberries. Okay. Can you see that in a few years? What's your plan? So we're hoping to build or to start fundraising for the third facility in March 2023, middle of 2023, beginning. So at that point, we'll be able to start looking at the next facility, which would be the economic the scaling part. Yes. So tell me, what's your biggest challenge right now? I think one of the challenges is that indoor farming, and especially indoor strawberry farming, has not really been proven. So we have to do all our own. You have this proof of concept. Exactly. We need to do our own proof of concepts. And so, that makes the progress a little bit slower because, we're always convincing, financial institutions and trying to get people on board for something that seems higher risk. But at the end of the day, it's agriculture, it's farming, So that's what we need to express. I have one question from Stéphane from La MRC Les Basques. Would you be interested in expand your model over different regions in Quebec to diminish the transport from the production to the consumer? Definitely, absolutely. So the goal is to have farms in major cities. So, Quebec City, Ottawa, Toronto, Montreal. That way we're closest to the biggest populations and we can be really right in the backyards of the consumers. That's what we'd like. Well, thank you very much, Ophelia. That's all the time we have. So I will invite you to close your camera and then I will je vais demander à Erwan d'ouvrir son micro et sa caméra, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour Erwan, ça va? Bonjour. Oui, ça va et vous, Diane? Ça va bien. Alors, je vous laisse partager votre écran et dès que votre écran est partagé, je démarre le minuteur. Je vous demande un instant. Oui. Je vérifie que vous le voyez bien. Oui, je vois très bien. Parfait, c'est parti. Bien, bonjour, je viens vous présenter Ma Belle Terre. Ma Belle Terre, c'est la première plateforme de sociofinancement entièrement dédiée à l'agriculture et à l'alimentation au Québec. Moi, je suis qui? Moi, je suis Erwan Dufour. Je suis un petit gars de la campagne, un petit gars des Alpes françaises. Je suis arrivé ici il y a une dizaine d'années.
Puis j'ai grandi dans les vergers, dans les champs. Puis on va dire ce qui m'a bâti, c'est le bon sens paysan, comme on aime dire ça. Sauf qu'aujourd'hui, le système alimentaire, c'est tout sauf le bon sens paysan. On marche sur la tête. Euh, Petite partie de l'équipe travaille avec moi, excusez-moi, petite slide aussi. On n'est pas tout seul évidemment dans ce projet. Aujourd'hui, on marche sur la tête. Aujourd'hui, on s'est tous vus à la pandémie à se demander si on allait avoir encore de la nourriture sur nos tablettes. Ananda a très bien parlé à quel point notre impact on avait en mangeant, en cultivant. Bref, je vous refais pas le résumé. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, on va pas dans le bon sens. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le système, il n'encourage pas les petits producteurs. Il y en a des gens qui veulent faire une différence. Il y a des agriculteurs, des agricultrices, des producteurs, des productrices. Il y en a plein des projets. Ce problème-là, c'est que le système, il ne les favorise pas. Au niveau du financement, au niveau de la commercialisation, au niveau des subventions, au niveau de plein de choses. Un matin de pandémie, je me suis levé, je me suis dit que j'en avais vraiment ras-le-bol, que j'avais un peu d'argent de côté, un peu de volonté, et j'allais lancer ce projet-là, qui est une OBNL qui s'appelle Ma Belle Terre. Je vais vous conter un petit peu l'histoire de Sophie et Fred. C'est quoi le projet? Sophie et Fred, c'est un projet agricole en Estrie, tout à fait pérenne. Ils ont des clients, ils ont un gîte agro-touristique, ils ont des animaux. Ils avaient ce projet viticole. La viticulture, c'est vraiment symbolique là de ce que vivent les agriculteurs. C'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de temps avant d'avoir du retour sur investissement. C'est compliqué. On est au gré du climat et des maladies. Bref, un beau projet. On a regardé comment avec le sociofinancement on pouvait les aider non seulement à leur obtenir du financement, à se commercialiser, à les aider dans le rayonnement, à les aider à bâtir une campagne, bref, à se vendre pour qu'ils puissent financer ce beau domaine, vendre leur vin, offrir un avenir meilleur à leurs enfants accessoirement aussi. Et puis avec cette belle campagne de sociofinancement qui a pris 45 jours, on a réussi à lever plus de 60 000 $ et on a réussi à bâtir ce fameux chai pour vinifier leur vin. On va dire qu'on a ce qu'on a fait de différent avec Ma Belle Terre. Le sociofinancement actuellement, il n'offre pas d'accompagnement, ou si peu. Avec Ma Belle Terre, on a pris le temps de pointer les avantages, les faiblesses, comment toucher votre communauté. On va les accompagner, on va prendre le temps. On est nos BNL, on n'est pas pressé, on n'est pas là pour faire de l'argent. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment avoir une relation personnelle avec ces gens-là en activant des leviers normaux du sociofinancement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'endettement, on a un risque minimal, on va tester des choses, on va pré-commercialiser des choses, on va inverser les flux de trésorerie et effectivement, on va aussi augmenter la notoriété du projet. C'est ce qu'on fait avec Ma Belle Terre. On met en relation les gens qui ont la même vision pour l'agriculture. On est en train de bâtir une communauté. On est en train de redonner un sens à l'engagement citoyen. C'est-à-dire qu'on demande aux gens de soutenir des projets près de chez eux, des projets qui ont un impact positif, des projets alimentaires qui ont un impact positif. On l'a jamais demandé aux gens ce que c'était la politique agricole. On l'a jamais demandé aux gens, voulez-vous des champs de soja par hectare à côté de chez vous? Voulez-vous, bref. On n'a pas demandé que 3/4 des terres agricoles soient destinées à l'élevage porcin. Bref, on n'a rien demandé de tout ça. Aujourd'hui, on propose aux gens de soutenir d'autres gens qui ont des mêmes valeurs, que ce soit des contributeurs ou des porteurs de projets. On a déjà 1400 consommateurs, pour reprendre le terme de David, qui ont contribué à des campagnes sur Ma Belle Terre. On active des leviers qui sont nouveaux. On a fait plus de 220 000 $ de levée en sociofinancement. Pour prendre un exemple sur une référence comme La Ruche sur le même secteur, c'est 100 000 $ de plus. On a fait 2 fois la plus grosse campagne de sociofinancement du secteur. Dans le secteur agricole, ça n'avait jamais été fait au Québec. Plus de 60 000 $, 2 fois. On a 1400 contributeurs. On a des contributions moyennes qui sont plus élevées parce qu'on va plus loin que la philanthropie. On engage des gens aussi par rapport à des vraies valeurs, des vraies missions. Et aussi, on a tout un écosystème avec qui on est en train de s'ancrer. On est référencé auprès du CRAC, auprès de plusieurs CLD. On a été soutenu par PME Montréal. On travaille aussi avec le collectif Récolte. On a été membre des cohortes d'Esplanade. Bref, la cible, juste pour donner l'exemple, c'est 3154 fermes bio actuellement au Québec. C'est une cible parmi tant d'autres. Le potentiel, il est là. Ce que je vous propose, c'est nourrir demain. C'est de soutenir des projets comme Sophie et Fred, comme Gabriel qui a repris la ferme de son père et qui l'a amené encore plus loin, comme Lara et Dimitri qui ont ouvert leur épicerie de quartier à Outremont, qui va faire seulement du circuit court, promouvoir les produits locaux, comme Guillaume et Marie qui ont repris une ferme aussi dans le sud-ouest, tout à fait polyvalente, avec des animaux, de l'élevage, un petit peu de maraîchage. C'est le jardin de Cocagne. On a fait 63 000 $ avec le jardin de Cocagne, mobiliser toute une communauté pour soutenir l'inflation des prix fonciers, pour permettre à les agriculteurs d'obtenir des terres. On a soutenu leur activité grâce à cette campagne de sous-financement, grâce à la table champêtre notamment. On a aussi soutenu Anna à lancer le premier magazine entièrement dédié à la jeunesse, lié à comment mieux consommer, mieux produire, qu'est-ce que c'est le terroir. Voilà, ça va être le premier magazine, ça s'en revient en 2023. Nous, ce qu'on a besoin, voilà, ce qu'on a besoin, vous le lisez tout de suite, on a besoin d'engager des acteurs autour de nous, on a besoin d'un peu plus de soutien et on a besoin de bonifier tous ces gens-là, toutes ces campagnes-là. Merci de votre temps.
Mais merci beaucoup, Erwan. Je vais vous demander de cesser le partage pour qu'on puisse échanger. Donc, comme les autres fois, vous pouvez poser vos questions dans le chat. Moi, j'en ai déjà une pour vous. J'essaie de comprendre. Parce que moi, dans ma tête, le sociofinancement, c'est quelque chose qui se fait à petite dose. Donc, je peux faire du sociofinancement, moi, Diane, sur des projets, des petits montants. Là, vous me parlez de 24 500 contribution moyenne. Donc, est-ce qu'on est dans des obligations communautaires ou on est dans du sociofinancement? J'avoue que je suis un peu perdue. Aidez-moi. Oui, oui, Diane. Alors, sociofinancement, il se décline sous différentes formes. Nous, il se décline sous la forme de vous contribuez à un petit montant d'argent. Le montant moyen, c'est le montant moyen des campagnes. 24 500 $, c'est pas par personne. le montant moyen des campagnes, pas par personne. OK, voilà, pour là, c'est plus préciser. clair. OK. Par rapport à 7 000, 8 000 $ en sociofinancement classique, nous, on est 3 fois plus quasiment. OK, c'est la campagne totale. OK. C'est ça, exactement. Ben, on croit que le sociofinancement, ça va plus loin que la philanthropie. C'est pas juste de soutenir, de soutenir par pure solidarité des projets. C'est aussi de soutenir des projets en échange de quelque chose. Il y a des contreparties. On peut appeler ça de la pré-commercialisation aussi dans un certain sens, avec des valeurs fortes derrière les projets. Dans le sens où on va aller plus loin. La philanthropie, il y a toujours des limites. On va jamais aller chercher des gros montants juste avec la philanthropie. Là, on engage des gens sur des projets qui sont structurants, des projets alimentaires avec des gens qui ont des vraies visions, qui ont des vraies choses à proposer. Et donc, c'est sûr que là, on va aller augmenter un petit peu le montant des contributions. C'est quoi la contrepartie dans ces cas-là, par exemple? Par exemple, ça peut être une expérience à la ferme. Par exemple, une réservation à la table champêtre. Ça peut être donc, un panier. moi, je ferais du sociofinancement et en échange, on m'offre d'aller à la table champêtre. Donc, exactement. OK. Donc, et l'argent que tu vas donner, Diane, bah, toi, ça va permettre à ces gens-là de bâtir leur infrastructure, par exemple, pour mettre en place la table champêtre. On fait le capital patient. On a vraiment la volonté d'avoir cet engagement citoyen, de revoir un peu aussi le mode de consommation. Aujourd'hui, on a tout à 24 heures à notre porte. Là, ben, l'argent que tu as, il a un impact. On demande un peu de patience, mais la patience, elle vaut le coup parce que là, on va aider des projets qui prennent le temps de se construire et qui vont vraiment avoir un impact. Mais c'est vraiment l'argent, je le donne. C'est pas de l'argent que j'investis dans l'espoir de le revoir. Tu le donnes en échange de quelque chose. OK, une contrepartie. J'ai Ariane qui aimerait savoir si dans votre modèle, vous acceptez les projets d'entreprise de transformation alimentaire ou c'est seulement de l'agriculture? Non, c'est vrai. Des fois, on croit que le volet est un peu agricole, surtout une petite logo carotte, des fois peut paraître restrictif. Mais non, absolument tous les projets qui ont un impact positif sur le système alimentaire, que ce soit en production, en transformation, et qui arrivent à le démontrer, on l'accepte. Vous voyez, on a même accepté un magazine parce qu'on pense que c'est tout à fait cohérent avec la mission qu'on veut mener, d'avoir un système alimentaire plus résilient et plus responsable. Donc, c'est tout le long de la chaîne qui permet de bâtir la chaîne, un exactement. système plus résilient. Le système bioalimentaire au complet. Mathilde veut savoir c'est quoi la différence de Ma Belle Terre par rapport à d'autres sites de sociofinancement. Ce qu'on avait constaté déjà, on se le fait souvent dire, c'est que le secteur agricole, bioalimentaire, agroalimentaire est souvent sous-représenté en sociofinancement. Pour donner un chiffre, par exemple, c'est que 3% des campagnes réussies sur une plateforme comme La Ruche, par exemple, par rapport à tous les autres projets qui réussissent beaucoup. Alors, c'est quand même un secteur majeur. Ce qu'on a identifié, c'est que ces gens-là, ils ont besoin d'être accompagnés. Ils ont besoin qu'on leur prenne la main, entre guillemets. Il y a des projets on voit que la partie immergée de l'iceberg, là, des projets qui sont sexy, qui arrivent à se commercialiser. Mais derrière, il y en a des productrices, des agriculteurs, des transformateurs qui ont des projets fantastiques, mais qui n'ont juste pas le temps, qui n'ont juste pas les outils, qui n'ont juste pas la connaissance. Donc, on les accompagne aussi à ce niveau-là. Pour donner un simple exemple, j'ai aidé des projets à faire des infolettes, là. C'est aussi basique que ça. J'ai aidé le projet à calculer un coût de revient. C'est aussi basique que ça. On fait un accompagnement général qui est déjà plus poussé que ce qui existe actuellement, et ça fait déjà une petite différence. Et le 11, c'est votre OBNL. C'est ça, l'OBNL Ma Belle Terre, l'équipe. Et comment vous générez les revenus pour vous payer? Les revenus, c'est comme toutes les plateformes de sociofinancement qui existent, c'est sur un pourcentage sur le montant exact de la campagne qui va être levé. Donc, c'est 7% de la campagne, du montant de la campagne qui va être levé. Donc, c'est 100% de vos revenus viennent du 7% de la plateforme. Et vous, votre but, le but de votre OBNL, c'est d'accompagner les porteurs de projets. Donc, d'un côté, vous leur donnez de la visibilité pour leur projet. Et quand le projet se finance, vous les accompagnez pour que le projet existe au lieu de juste recevoir le financement.
Ben, c'est surtout en amont qu'on va les accompagner. En après, en fait, même on va les alarmer sur les prochaines péripéties qui vont les Mhm. attendre, évidemment, mais surtout en amont. Comment réussir une belle campagne de OK, sociofinancement donc c'est cette et étape. comment la monter, comment la réussir, comment toucher son monde et éventuellement aussi quelques petits trucs pour la suite. Mais 100% de financement vient de là. 100%, moi j'exagère, on a quelques soutiens. On a eu PME Moral qui nous a soutenus, on a eu quelques petits financements par-ci, par-là. Mhm. Votre Ben, modèle d'affaires, c'est de vous financer c'est avec les ça. 7. C'est OK, exactement, parfait. exactement. Ben, je vous remercie beaucoup, Erwan. Donc, on a fait le tour du temps qui est Merci, Diane. alloué. Je vous invite à éteindre votre caméra et je vais demander à France d'allumer sa caméra. France de Retourne-y, qui va venir nous parler de son modèle d'affaires et de son entreprise. Oui. On vous voit, France, c'est parfait. Oui. En fait, j'essaie de partager mon écran Oui, maintenant. ça aussi, c'est bon. Donc, vous êtes prête pour que je démarre le minuteur? Oui, je suis 1, prête. 2, 3, go! Voilà. Bonjour, je m'appelle France et avec des professionnels passionnés, engagés, avec des compétences et des expertises complémentaires, nous avons cofondé Retourne-y pour proposer une solution à la problématique suivante. Pour vous mettre en appétit ce midi, j'ai envie de vous parler de poubelles. Savez-vous qu'au Canada, 47 des déchets plastiques proviennent des emballages à usage unique? De ces emballages plastiques, 1 sont égarés dans l'environnement, 4 sont incinérés pour créer de l'énergie, 9 seulement sont recyclés et 86 sont enfouis. Et pourtant, les options compostables, recyclables, biodégradables sont présentes sur le marché. C'est vrai, mais je vous renvoie une question. Lors du dernier congrès, de la dernière réunion ou encore du dernier événement auquel vous avez participé, où avez-vous déposé votre contenant compostable? Où l'avez-vous déposé? En fait, probablement dans la poubelle, la seule qui était disponible et qui a pris la direction du site d'enfouissement. Et on le sait, les sites d'enfouissement au Québec sont pleins. Celui de Terrebonne, dans la communauté métropolitaine de Montréal, atteindra sa pleine capacité d'ici 2030. Il est temps de changer de la pensée linéaire. Avec Retourne-y, nous avons décidé d'agir en proposant une solution innovante. Notre objectif, réduire les déchets à la source en mettant sur pied un système de contenants réutilisables. Je vous explique comment ça fonctionne. Retourne-y loue des contenants à des restaurateurs, des services alimentaires, des traiteurs corporatifs, ainsi que des concessions alimentaires dans les festivals. Afin de faciliter l'adhésion par les professionnels, Retourne-y propose un service clé en main de ramassage, lavage, assainissement et redistribution des contenants dans le réseau. Nos contenants, eux, sont faits d'un matériau aussi durable qu'inoffensif pour la santé des consommateurs, l'acier inoxydable. Notre solution est disponible sur le marché depuis mars 2022. Jusqu'à maintenant, nous avons évité 1702 contenants en travaillant avec 6 restaurants participants et dans le sud-ouest de Montréal et nous avons fait 8 prestations traiteurs. D'ici mars 2023, nous souhaitons détourner 23 000 contenants à usage unique. Mis côte à côte, ces contenants peuvent représenter jusqu'à 4 km, c'est-à-dire 1,5 fois la longueur du pont Jacques-Cartier. Imaginez l'impact quand notre solution sera déployée à l'échelle de Montréal et ensuite répliquée ailleurs au Québec. C'est simple et facile d'utiliser nos services. Je vous l'explique avec des exemples concrets. Julie va chez son resto préféré, Maki à Solo, qui fait partie du réseau Retourne-y. Elle commande son repas pour emporter et précise qu'elle le souhaite dans un contenant réutilisable. À la caisse, elle paie son repas plus une consigne de 9 $. Après avoir dégusté son repas à son bureau, elle passe en fin de journée chez Métro au comptoir de Courtoisie pour y déposer son contenant et se faire rembourser sa consigne en entier. Ensuite de ça, les équipes de Retourne-y passent dans les différents points de dépôt du réseau, ramènent dans les centres de lavage les contenants utilisés, les lavent, les assainissent et les remettent en circulation. Un autre exemple, en juin dernier, nous avons collaboré avec le traiteur La Place Commune ainsi que les organisateurs du Forum SAM qui voulaient éliminer les déchets liés au repas lors de l'événement. Ainsi, nous avons livré 160 contenants et fourchettes réutilisables directement sur les lieux de production de la place commune qui ont préparé les repas des participants directement dans nos contenants. Ensuite, ils ont livré les repas directement sur les lieux de l'événement. Les participants ont pu déguster un repas sans créer de déchets et les laisser ensuite sur les lieux de l'événement et tout ça sans échange de consignes. Ensuite de ça, les équipes de Retourne-y sont repassées sur les lieux d'événement, ont ramassé les contenants, les ont lavés
assainis et les contenants sont prêts à retourner une autre fois en circulation. C'est tellement simple. En fait, le marché du réutilisable, le mouvement du réutilisable en est à ses premiers balbutiements au Québec. Nous sommes quelques entreprises à Montréal à proposer le service. Nous nous démarquons avec notre service clé en main de distribution, lavage et assainissement des contenants qui sont des freins majeurs à la mise en place de système de consigne de contenants consignés. De plus, nous nous démarquons en fonction de notre modèle de prix qui est basé sur la location, qui fait que le prix du contenant est comparable à celui du contenant jetable. Nous pensons souvent que ce sont les autres qui doivent amener le changement. Mais je vous demande d'être précurseurs et de surprendre vos employés, vos collaborateurs et vos clients. Imaginez l'impact qu'on pourrait avoir en bâtissant ensemble un présent et un futur durable et sensible. La solution est là, il n'en tient qu'à vous de l'adopter. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, France. Alors, on va cesser le partage d'écran et débuter la discussion ensemble. Oui. Je garde un œil sur la portion questions. Moi, j'ai une question pour vous. Oui. Ça fait des années que les gouvernements font des campagnes publicitaires à propos du recyclage. Alors, dans la tête des gens, c'est martelé que quand on remplit notre bac vert, on agit bien. Pour que votre modèle d'affaires se répande, il faut que les gens passent au premier R, ce qui est réduire. Et moi, j'ai vu une seule fois une campagne gouvernementale il y a quelques mois qui parlait de réduction. Donc, est-ce que vous allez travailler ce côté-là? Parce que c'est tellement fort dans la tête des gens qu'il faut recycler. Est-ce que vous travaillez avec les autorités réglementaires pour qu'il y ait justement des campagnes pour changer notre comportement? Oui, bien, effectivement, un des enjeux majeurs, on s'est rendu compte, parce que nous, dans notre petit cercle, évidemment, on se comprend tous. Mais comme le disait Ananda tout à l'heure, il faut parler à beaucoup de gens, il faut s'entourer des bonnes personnes. Et effectivement, on s'est rendu compte que la sensibilisation, l'information au réutilisable, elle est nécessaire. Il faut vraiment, et même il faut sensibiliser les gens à cette problématique-là, parce que les gens sont contents justement de dire qu'ils recyclent ou qu'ils ont un contenant compostable, mais finalement, ces contenants-là se retrouvent le plus souvent au site d'enfouissement. Et donc, ce n'est pas la solution, c'est le réutilisable. En fait, dès mars 2023, il y aura une nouvelle réglementation qui va être en place à Montréal, en fait, et la Ville de Montréal a dans les choix qui disent justement aux restaurateurs et aux consommateurs, bien, le premier, c'est réutiliser. Proposer, en fait, le premier, c'est de réduire, donc ne pas proposer des éléments qui sont jetables si ce n'est pas nécessaire, déjà en partant. D'arrêter de mettre directement des ustensiles, des condiments, des napkins, de tout mettre ça dans des sacs, c'est terminé. Donc, au moins déjà de réduire ça et ensuite de dire, bien, pensez au réutilisable parce que l'usage unique n'est pas la solution. Donc, on aura à faire et on fait déjà, puis on va continuer de le faire, en fait, à faire beaucoup de communication là-dessus. L'importance de réduire à la source parce que le plus on utilise un contenant, tu sais, quand on y pense, un contenant va falloir extraire la matière, fabriquer ce contenant-là, faire le transport jusqu'au restaurant. Ensuite, on mange dans ce contenant-là, ça dure environ 5 minutes. Et souvent, on mange sur place. Là, on est au même, par exemple, un festival, on va manger directement dans le contenant et on le jette tout de suite après. Ça prend quelques minutes. Et ensuite de ça, bien justement, il faut ramener ça dans les centres de tri. Ensuite, dans les sites d'enfouissement, donc ça ne fait pas de sens d'utiliser du contenant à usage unique. Donc là, il va y avoir un changement de réglementation à la Ville de Montréal. J'ai ici une question par rapport aux 9 $. Donc, la consigne qu'on appelle la taxe, mais ce n'est pas une taxe puisque c'est remboursé. Quand c'est un événement qui vous embauche, donc quand vous allez fournir les contenants pour l'événement, c'est qui paie le 9 $, ce n'est pas la personne au bout, c'est parce que moi, si j'achète chez un traiteur au coin, c'est moi qui paie le 9 $ qui m'est remboursé quand je vais le reporter. Mais dans le cas de l'événement, comment ça se passe? Effectivement. On a 2 types de circuits qu'on appelle dans notre jargon à nous à l'interne, mais effectivement, par exemple, avec mon exemple de l'événement SAM, ou sinon, j'en ai un autre aussi, on avait fait avec Fabrique 8. En fait, la personne qui va déguster son repas, là, dans le fond, qui n'a rien demandé, mais qui a eu un beau repas dans un contenant réutilisable, cette personne-là ne paiera pas la consigne. En fait, la responsabilité se transfère entre Retourne-y et le traiteur corporatif avec qui on travaille.
Et par exemple, s'il y a des contenants qui ne reviennent pas, là, on va charger un montant dans le fond de consigne qui va être au traiteur corporatif, en fait. Donc, mais on fait énormément de sensibilisation dans les événements auxquels on participe pour que les gens comprennent que ce contenant-là dans lequel vous mangez, bien, vous ne l'amenez pas chez vous parce que oui, il est beau, mais on veut qu'il continue de circuler. Donc, on fait beaucoup de communication là-dessus, à savoir, sachez que vous mangez dans un contenant réutilisable, ça ne va pas dans la poubelle ni dans le recyclage, puis vous les laissez sur les lieux de l'événement. On explique aussi la problématique aux gens parce que c'est vraiment important que les gens comprennent pourquoi on fait ça et que ça va changer l'impact qu'on a aussi en tant que société. Puis chaque personne a le pouvoir et la capacité de faire ce changement-là. Donc, puis voilà. Là, il y a quelqu'un qui s'inquiète de savoir est-ce que le traiteur pourrait charger le 9 $ à son client ou au consommateur de peur qu'il ne retourne pas le contenant puis de dire je vais le charger au cas où ça n'arrive pas. Non, en fait, la façon dont ça fonctionne, c'est que quand nous, on récupère les contenants sur un lieu de l'événement, on fait un décompte avec le client. Donc, avec le client final, avec l'organisateur d'événement. Et c'est là qu'on va savoir, par exemple, qu'il manque 2 contenants. Et là, nous, en fait, on va charger directement au traiteur et lui peut décider de charger les 2 contenants à son client corporatif, là, si on veut. Parce que cette responsabilité-là, elle est transférée. Les contenants, en fait, on ne peut pas les perdre. Ils ont une valeur. Et c'est seulement un incitatif aussi pour mieux communiquer puis s'assurer que les gens sensibilisent leurs employés, leur clientèle ou les participants à leurs événements. Donc, ce 9 $-là, normalement, comme je le dis, c'est un mouvement d'argent, c'est un dépôt d'argent qui se promène, qui est un incitatif au retour. Et là, le but, n'est pas de faire de l'argent avec ça. J'ai une question par rapport à Julie qui va chez son traiteur, qui rapporte ça chez Métro. Donc, ça veut dire que ça vous prend des alliés à proximité donc, est-ce que ça va toujours être les supermarchés, vos alliés, et ça va être qui vos alliés pour aller reporter le plat? Parce qu'il faut que ce soit le plus facile possible pour que les gens le fassent. Effectivement. En fait, la force d'un système de contenants consignés comme le nôtre, c'est la densification puis le maillage sur un territoire. Donc, quand on lance un nouveau projet, on le développe par une artère en général, donc où il y a une densification de restaurants ou d'épiceries. Et ensuite de ça, dépendamment du nombre de restaurants avec qui on travaille, on va développer un maillage de points de dépôt. Donc, il va y avoir des points de dépôt qui sont tout près, qui sont sur un quadrilatère qui fait du sens. En fait, c'est pas vrai que les gens vont ramener un contenant si le point de dépôt est à 5 km de leur lieu de résidence ou bureau. Ils vont le ramener s'ils passent devant. Comme par exemple, dans le sud-ouest de Montréal, on travaille avec une épicerie zéro déchet qui est Vrac et Bocaux Saint-Henri. Et on travaille avec Métro Plus, qui est une épicerie, en fait, qui, eux, ont l'habitude de rembourser la consigne aussi. Donc, le contenant, en fait, il va être rapporté dans des points de dépôt comme ceux-là. Soit des épiceries, c'est vraiment des commerces de proximité près desquels on passe, en fait, pour revenir du travail, pour aller à la maison, pour aller à l'école, à la garderie, tout ça. Donc, c'est vraiment maillé de cette façon-là. Puis, chaque fois qu'on ouvre un nouvel arrondissement, par exemple, on va le déployer de cette façon-là. OK. Je vais clore ici, mais je me permets de vous dire qu'en voyant toute la discussion dans le chat, je pense qu'il va falloir être plus clair sur qui paie la consigne. Parce qu'il y a comme beaucoup de discussions enflammées sur le chat, à savoir que le consommateur paie, qui paie la consigne, au bout de la ligne, qui paie. Donc, je peux pas, on va arrêter parce que je ne veux pas pénaliser EO, mais je vais juste vous dire qu'il semble avoir une confusion. Il y a un intérêt pour votre modèle, mais il y a une confusion autour du fameux 9 $. Je vais aller lire ça. Merci, France. Je vous invite à fermer votre caméra. J'invite Julien à ouvrir la sienne pour qu'on entende la présentation de EO. Oui, bonjour Diane. Bonjour Julien. Donc, quand ça va être affiché, je vais démarrer le minuteur. Parfait. Écoute, je vais la mettre en plein écran. Parfait. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Julien Lenette, je suis cofondateur et directeur du développement de EO pour Écosystème Alimentaire Urbain. Donc, nous, on est une organisation qui est spécialisée dans le développement de fermes aquaponiques commerciales qui produisent des fruits, des légumes et du poisson 12 mois par an, quelles que soient les conditions climatiques. Et puis, notre mission, c'est d'accroître l'autonomie alimentaire des territoires, des villes, des quartiers et de contribuer à la transition vers une agriculture à plus faible impact environnemental. Et donc, c'est vraiment pour répondre à cette question.
L'aquaponie, c'est une technique de production alimentaire qui vient combiner l'aquaculture, l'élevage de poissons, et l'hydroponie, la production de légumes, de fruits hors sol. Et donc, c'est vraiment fondé sur la symbiose entre les poissons et les plantes. On vient créer une circularité où les déchets des poissons sont transformés en nutriments assimilables par les plantes grâce à un système de minéralisation. Donc, on s'insère vraiment dans les grands principes de l'économie circulaire, notamment parce que derrière l'aquaponie, il y a de nombreux avantages environnementaux. 90-95% moins d'eau que l'agriculture conventionnelle. On vient remplacer les gros engrais chimiques par des engrais issus des poissons, pas de pesticides, pas de rejet dans l'environnement. Et puis, on a également des avantages en termes de productivité. Les environnements sont contrôlés avec des paramètres optimaux. On a une adaptabilité à tous les types de climat, production de 12 mois par an. Donc, ça permet vraiment d'obtenir des hauts rendements et puis surtout d'avoir des projets qui sont rentables et puis performants d'un point de vue économique. Alors, à quoi ça ressemble une ferme aquaponique? Ici, c'est quelques photos de notre installation qu'on a développée à Montréal, dans le Milex. Donc, dans une ferme aquaponique, en fait, on vient trouver des sections de pisciculture en récirculation, des sections de minéralisation, des sections horticoles qui sont ici en intérieur vertical, mais qui peuvent également être en serre. Et puis, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que nous, on est vraiment spécialisés dans le développement de fermes aquaponiques de grande ampleur. On parle de 10 000 pieds carrés, 20 000 pieds carrés, plus de 100 000 pieds carrés, plusieurs hectares, qui viennent vraiment produire de grandes quantités de produits alimentaires qui sont frais, sains et locaux. Et donc, dans une ferme aquaponique, nous, on produit du poisson pour la consommation humaine, hein, bien sûr, ça c'est important de le préciser. On travaille avec la truite arc-en-ciel, on le chevalier, on développe aussi le doré, la perche chaude. Et puis, d'un point de vue végétal, une grande diversité de verdures, fines herbes, des plantes à fruits, tomates, concombres, zucchini, etc. Et donc, aujourd'hui, nous, on travaille sur 12 projets de fermes aquaponiques, dont la majorité qui sont au Québec, du sud à Montréal, jusque plus dans le Grand Nord, et puis également à l'international, en France. On a des projets aussi en Afrique subsaharienne, au Sénégal et au Cameroun. Et donc, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que c'est des projets qui sont à différents stades de développement. Certains sont en phase d'études, première phase de développement, et puis les plus avancés sont avec des constructions qui sont prévues pour cet hiver et puis l'année prochaine. Et donc, c'est des projets qui sont très diversifiés. Ils peuvent être à la fois soit en milieu urbain, en milieu rural. On travaille sur des projets qui sont portés par des entrepreneurs privés, des OBNL, des conseils de banque, des agriculteurs. En termes d'impact, on parle aussi beaucoup d'impact. Il y a des projets qui sont centrés vraiment sur la sécurité alimentaire, donc qui vont être sur l'inclusion de personnes en situation de handicap grâce à l'aquaponie, certains sur la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Donc une grande diversité de projets, d'acteurs, d'objectifs, mais qu'on accompagne toujours avec le même modèle qui est fondé vraiment sur 2 piliers. Le premier, c'est l'accompagnement au développement de ferme aquaponique, c'est vraiment de A à Z, à toutes les étapes, jusqu'à la mise en opération de la ferme, donc avec une approche qui est solution clé en main. Et puis le deuxième axe, c'est vraiment le réseau de fermes avec un système de monitoring et puis un modèle SaaS. Donc, si on regarde un petit peu le développement des fermes aquaponiques, il y a 3 grandes étapes. La co-création, bien sûr, avec les porteurs de projets, impliquer les acteurs du territoire. On accompagne sur toutes les études de marché, études techniques, conception, démarches réglementaires, vraiment d'avoir une conception qui est sur mesure, qui vient répondre aux contraintes et puis qui vient aussi assurer la rentabilité financière du projet. Ensuite, construction, installation. Nous, on va vraiment superviser l'installation du système de production alimentaire en tant que tel et puis collaborer avec les ingénieurs, les architectes, différents acteurs qui sont impliqués. Et puis, formation, on vient former avec une formation qui est professionnalisante les futurs opérateurs, opératrices, gestionnaires de ces fermes, afin vraiment d'assurer leur pleine autonomie. Et puis, on développe aussi le réseau EO, donc qui vise vraiment à soutenir dans la durée chacune de ces fermes aquaponiques commerciales, une fois qu'elles sont mises en route et puis opérationnelles. Et puis, c'est notamment à travers notre système de monitoring, donc Maya, qui, grâce à toute une série de capteurs qui sont partout dans la ferme, viennent mesurer en temps réel une quantité de données pour vraiment optimiser les procédés d'une ferme aquaponique, et notamment en utilisant l'intelligence artificielle. Et donc, pour conclure, je vous dirais juste quelques mots concernant l'équipe. C'est sûr que dans l'équipe, on vient combiner une expérience qui est unique et une expertise de pointe en aquaponie, et puis aussi des compétences techniques, scientifiques en pisciculture, agronomie, etc., mais également des expertises, une équipe qui est multidisciplinaire avec des expertises en gestion de projet, en innovation sociale, en financement, etc. C'est vraiment cette combinaison de compétences qui viennent nous permettre de répondre à notre mission et puis d'assurer le succès des projets. Et donc, pour finir, s'il me reste quelques secondes… Non, c'est fini. C'est fini. Oui, c'est fini. Donc, Julien, je vais te demander de cesser le partage d'écran et on va amorcer la discussion. Merci beaucoup.
Donc, j'ai eu le plaisir de suivre l'évolution d'EO depuis les tout débuts et j'aimerais ça que tu partages avec les participants l'évolution de votre réflexion parce que maintenant, c'est porté par des porteurs de projets de différents types avec différentes structures légales et vous, vous êtes là comme le facilitateur. Donc, ce n'est pas du tout la même mission que vous étiez donnée au début. Explique-moi l'évolution de votre modèle d'affaires. Oui, exactement. EO a été créé en 2015, effectivement, avec l'objectif de venir créer à Montréal une ferme aquaponique, et puis avec des composantes effectivement sociales. Et puis en 2016, en fait, on s'est rendu compte que pour avoir encore plus d'impact et pour venir répondre à notre mission de façon encore plus signifiante, on a fait évoluer notre modèle vers une posture où EO, on n'est plus des agriculteurs urbains qui produisons nous-mêmes de la nourriture, mais on est vraiment des accompagnateurs, des facilitateurs pour tout type d'organisme ou d'individu qui, sur son territoire, veut développer une ferme aquaponique comme un outil au service de l'autonomie alimentaire de son territoire et puis venir répondre à des enjeux. C'est qu'effectivement, depuis 2016, on a fait évoluer notre modèle et donc ça passe par les premières phases d'accompagnement que je décrivais avec les différentes étapes d'installation et puis de formation. Et puis également, ça c'est ce qu'on développe aussi de façon très active, le réseau qui vient prendre le relais aussi par la suite. Et donc, chacune de ces fermes-là qui sont développées ont la possibilité de rejoindre le réseau EO puis d'accéder à tous les services puis l'accompagnement dans la durée, puis notamment notre système de monitoring qui vise vraiment à mettre toutes les conditions gagnantes pour assurer la pérennité du bon fonctionnement des fermes. Donc, cette évolution de votre modèle d'affaires, est-ce que ça répondait d'abord à un désir de mise à l'échelle en disant, bien, si on reste des agriculteurs urbains, on n'y arrivera pas à faire tout ce qu'on veut faire? Ou un intérêt que vous avez développé différent davantage dans un autre rôle? Pourquoi? Qu'est-ce qui a motivé ce virage-là? Oui, je te dirais deux choses. Effectivement, la notion de changement d'échelle et puis la possibilité d'avoir plus d'impact en démultiplier le nombre de projets avec des acteurs qui le portent. Et puis aussi en lien avec notre mission et puis nos valeurs, on parle d'autonomie alimentaire, de créer, vraiment d'utiliser les fermes aquaponiques comme un levier au service de la création d'impact socio-économique sur chacun des territoires. Et donc, derrière nos valeurs, c'est de nous dire, on ne serait pas les acteurs pertinents, nous, EO, à venir développer des projets un peu partout. Notre conviction, c'est que des enjeux alimentaires, même s'il y en a des globaux puis des nationaux, il y a toujours aussi une vision locale qui est extrêmement importante. Et donc, qui mieux qu'un acteur, une personne locale qui connaît les enjeux locaux, qui connaît le territoire, c'est en s'appuyant sur ces acteurs locaux, pour nous, c'est essentiel pour venir créer des réponses qui sont pertinentes. C'est quoi votre modèle de revenu? Alors, notre modèle de revenu est vraiment fondé sur nos deux axes. Le premier, sur l'accompagnement, nous, c'est un modèle, modèle de tarification à l'heure, donc en fonction de l'ampleur des projets, puis en fonction de la complexité, notre équipe va passer plus ou moins de temps pour venir développer chacune des étapes. Donc, c'est vraiment un modèle assez standard d'accompagnement à l'heure. Et puis, le deuxième modèle pour le thème de monitoring et de réseau, là, on est sur un modèle de revenu plus de 10 donc ça peut avoir des services, donc plus un modèle d'abonnement puis d'accès à différents services. Et qu'on a ces deux sources de revenus-là. OK. Puis, j'ai compris que dans tes porteurs de projets que vous accompagnez, il y a autant des OBNL que des entreprises privées. En quoi la relation va être différente? Parce qu'évidemment, la motivation d'un OBNL qui veut installer de la sécurité alimentaire dans un quartier versus un producteur privé, je vois ça vraiment différemment. Peux-tu m'en parler un peu? Oui, c'est sûr qu'il y a des approches différentes. Après, ce qui est essentiel, c'est que nous, tous les projets sur lesquels on travaille, ils doivent répondre à notre mission de contribuer à l'autonomie alimentaire. Fait que même si c'est des projets qui sont portés par les entrepreneurs privés ou les entrepreneurs sociaux, c'est toujours aligné avec notre mission, fait qu'il y a des bénéfices par rapport à l'autonomie alimentaire ou par rapport à d'autres enjeux sociaux. Mais comment vous définissez contribuer à l'autonomie alimentaire? Comment vous le définissez concrètement? C'est avec des indicateurs par rapport à la mise en marché et puis le lien avec les écosystèmes qui sont déjà implantés. Donc, ça peut passer aussi par des entrepreneurs privés qui vont avoir des liens avec des OBNL ou des acteurs du territoire communautaire. Et puis sinon, ça peut toucher aussi sur d'autres aspects d'impact social. Je parlais tantôt d'un projet qui est vraiment fondé sur l'inclusion de personnes en situation de handicap à travers une ferme aquaponique. Fait que ça, c'est d'autres sources d'impact qui viennent se greffer sur la production alimentaire. OK. On a le temps pour prendre une question. Si je n'en vois pas apparaître,
ça va conclure, mais c'était vraiment intéressant. Merci beaucoup de la présentation, Julien. On a pu comprendre l'évolution de votre modèle d'affaires. Donc, je vais t'inviter à fermer ta caméra et il est pile midi. Donc, il me reste 2 messages. D'abord, j'aimerais remercier tous les participants ainsi que les entrepreneurs qui ont fait d'excellentes présentations tous et toutes. Et pour ceux qui avaient des questions dans le chat qui disaient « je voudrais avoir les coordonnées de tel ou tel entrepreneur », je vous invite à contacter l'Esplanade et vous pourrez faire des super échanges de courriels et faire tout plein de réseautage et de partenariats. Donc, sur ce, je vous souhaite un bon appétit. On évite de prendre des contenants qui vont au recyclage ou à la poubelle. Et puis, à la prochaine, au prochain événement. Et je suis très privilégiée d'avoir pu animer cet événement en votre compagnie. Bonne fin de journée.